La voix des milieux. L'émission qui part à la découverte des relations entre humains et environnement. Une production radio-anthropocène animée par Damien Rondepierre. Un partenariat avec l'axe environnement urbain de la Maison des Sciences de l'Homme, Lyon-Saint-Étienne. À l'ère de l'intensification, mais aussi de la médiatisation croissante des enjeux liés aux dérèglements environnementaux, la voix des milieux donne la parole aux chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales qui éclairent les situations de nos sociétés urbanisées et qui s'interrogent sur les voies à suivre face à l'incertitude des changements globaux et de leurs effets locaux. Ce premier épisode a été enregistré en marge des journées d'études La sociologie de l'environnement à l'épreuve de la critique de l'urgence, organisée par le réseau thématique Sociologie de l'environnement et des risques de l'Association française de sociologie le 2 et 3 octobre 2024. J'y ai rencontré deux chercheurs, Nicole Mathieu et Raphaël Larère, qui ont tous les deux participé à l'émergence des recherches sur l'environnement en France. Dans cet épisode, ils reviennent pour nous sur la naissance du concept d'environnement, ses forces, mais aussi les débats qui l'entourent, et expliquent comment les sciences humaines et sociales ont évolué depuis les années 70 face à l'intensification des transformations écologiques. Bonne écoute. La voix des milieux. Une production radio-anthropocène animée par Damien Rondepierre. Et pour échanger avec nous aujourd'hui, nous recevons deux invités de choix. Nicole Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, spécialiste de la ruralité et des mutations des campagnes françaises. Vous avez notamment travaillé sur les interactions entre les hommes et leur milieu à travers le concept de mode d'habiter notamment. Et à vos côtés, nous retrouvons Raphaël Larère. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agronome de formation, puis bien d'autres casquettes ensuite. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le dernier paru en 2023, Le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophiste, en collaboration avec Catherine Larère, aux éditions Premier Parallèle. C'est bien ça ? C'est bien ça. Alors, vous avez tous les deux participé à une table ronde aujourd'hui posant la question de l'émergence de la sociologie de l'environnement en France. Donc, pour débuter notre discussion, pourquoi parle-t-on d'émergence de l'environnement ? Est-ce que c'était un terme qui était placé sous silence au début de votre carrière universitaire et de recherche ? Est-ce que c'était un terme qui n'existait pas et dans quelle mesure vous l'avez vu émerger ce terme-là, Nicole Mathieu ? Alors moi, je dirais l'émergence, plutôt qu'environnement, c'est l'émergence de l'écologie, on pourrait presque dire de l'écologie politique d'ailleurs, c'est-à-dire d'un moment qui d'ailleurs était diffusé dans plusieurs sciences, aussi bien d'ailleurs à l'agro, par Dumont, qui pouvait être diffusé aussi en géographie, avec l'idée de gaspillage. Donc il y a l'émergence de cette question qui devient préoccupante. D'où l'idée qu'avec émergence, il y a ce qui a été dit ce matin, une sorte de... un effroi, quelque chose qui est un peu inconnu, on ne sait pas vers où on va, il y a des risques, etc. Et donc, je pense que cette émergence date finalement quand même entre les années 70 et les années 80. Disons, peut-être à partir d'ailleurs du moment où il y a eu la crise pétrolière. La crise pétrolière. Donc c'est toujours en fait les événements extérieurs qui font monter la question écologique, alors qu'en fait, de toute façon, elle deviendra question nature, mais en fait, il y a toujours eu des problèmes qui venaient du rapport des humains au naturel ou à l'écologique, si vous voulez. Effectivement, là, vous venez de mentionner trois mots, environnement, écologie et nature. On y reviendra. Mais je voudrais simplement reprendre en fait les termes de Florian Charvolin dans un de ses ouvrages où il parle d'invention de l'environnement au tournant des années 70. Alors, vous avez évoqué cette décennie. Pourquoi c'est à cette décennie ? Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments, d'autres déterminants autres que la crise pétrolière qui ont pu amener à cette prise en compte de l'écologie dont vous parliez ? C'est difficile de vous répondre parce que peut-être que c'est aussi en relation avec 68, c'est possible. C'est possible avec le mouvement 68,
avec l'idée, oui, alors je comprends maintenant a posteriori, la critique finalement de l'invasion de la consommation, de la marchandisation. Les critiques ont été d'abord beaucoup plus de type économique finalement. La modernité, ce qu'on appelait la modernité, ou les 30 glorieuses, etc., c'était beaucoup plus une question de confort, augmentation, progrès. Le terme de progrès a été commencé vraiment à être mis en critique, en situation critique, disons, à la fin des années 60. Déjà à la fin des années 60. Et peut-être que le terme d'écologie, qui donc renvoyait à des choses qu'on négligeait, c'est-à-dire au fond dans nos disciplines. Moi, j'étais historienne de formation, mais par exemple, le roi Ladurie, qui travaillait sur le climat, on le considérait comme quelqu'un un peu de marginal, quoi. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus important de travailler sur d'autres questions en histoire que sur des questions qui étaient proprement de milieu. Et par exemple, pour la géographie que j'ai adoptée en bifurquant, eh bien, il y avait une séparation très, très forte entre géographie humaine et géographie physique. Elles ne se parlaient plus. Donc, c'est un moment où... moi, je le verrais volontiers avec les luttes ouvrières, les luttes paysannes, la relation, tout d'un coup, une façon de prendre en compte tous les lieux, les milieux. Voilà, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est sûr que en tout cas pour moi, je vois cette question écologique émergente vraiment à partir des années 70, du début des années 70. Et de votre côté, Raphaël Larère, auparavant, du coup, les sciences humaines et sociales, et notamment la sociologie, on en a parlé toute la journée au cours de cette journée d'études, ne tenaient pas compte spécifiquement de ce qui nous entourait. Qu'est-ce qui a fait, en fait, selon vous, qu'on se soit mis à interroger l'environnement, ce qui nous environne, en fait, comme une construction sociale, et qu'on faisait partie également, nous, humains, de cet environnement? Mais écoutez, je pense que la sociologie, enfin des sociologues se sont mis à s'intéresser à l'environnement, et tout simplement parce que ça a été un objet de conflit. Et en fait, un bon sociologue, je pense tout du moins, commence à appréhender les situations sociales à partir des conflits, et d'essayer de les décrypter et d'essayer de voir pourquoi, quelles sont les opinions des uns et des autres, quelles sont les stratégies, quelles sont les tactiques, etc. Et donc, on commence à faire... Et dès l'instant où il y avait des mouvements sociaux qui défendaient la nature d'un côté, ou qui luttaient contre les pollutions, eh ben, normalement, la sociologie devait s'y lancer. Donc c'est dans les années 70, c'est vrai que c'est après 68, et ça participait de toute la critique que l'on pouvait faire, au fond, sur les conséquences du capitalisme dans la consommation, dans la pollution, dans la destruction de la nature. Et est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur une définition de l'environnement? Comment est-ce qu'on définirait aujourd'hui l'environnement, et comment celle-ci a pu évoluer depuis que vous travaillez sur cet objet-là? Si on peut dire que c'est un objet, bien sûr, Raphaël Larère. Oui, alors, je suis un peu gêné sur cette question d'environnement. Hein. Je dis, bon, moi je m'intéresse beaucoup plus, de fait, à l'écologie, et à l'écologie politique, hein, ça, c'est clair. Et j'ai trouvé qu'il n'en était pas assez question aujourd'hui. Et donc, quelle est la distinction donc, entre l'environnement et cette écologie politique? Où est-ce que vous mettez le curseur, vous, pour déplacer ce que vous étudiez? L'écologie, d'abord, c'est une discipline qui m'a passionné. Et j'ai été très, très intéressé parce que cette discipline a eu
à peu près dans les années 70, début des années 70, il y a eu un nouveau paradigme qui s'est mis en place. Après le paradigme que j'appellerais odumien, des frères Odum, qui insistait sur les équilibres de la nature, on en est arrivé à une écologie des perturbations et qui montre que même quand il n'y a pas d'intervention humaine, il y a des perturbations naturelles et que ça permet effectivement des recyclages très importants et puis aussi de véritables mosaïques de milieux dans le même espace. Et je pense que ça a été très important parce que dès l'instant où l'on sortait d'une idée des équilibres écologiques, on a cessé de penser que l'intervention humaine était nécessairement en rupture avec ces équilibres, était nécessairement mauvaise. Et c'est à ce moment-là que l'on se met à s'intéresser, au fond, ce qu'il faut, c'est étudier les interactions entre les humains et le vivant et le non-vivant aussi. Et donc, on en est arrivé à une idée d'écologie qui, nous mettant en cause, effectivement, peut avoir une dimension politique. Elle l'a eu très vite. Est-ce que vous souhaitez rebondir, Nicole Mathieu ? Je dirais que comment les questions, je dirais, il y a les problèmes d'environnement. C'est-à-dire que pour la géographie, comme d'ailleurs pour l'histoire, je pense que même pour les sociologues que j'ai connus, on était dans la sociologie urbaine et la sociologie dans les années 60, construction de la sociologie urbaine autour de Chambard-Delot, de la question du logement, la question de l'habitat, etc. Et la sociologie rurale qui se fait autour de la paysannerie, est-ce que c'est l'exode qui continue, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, en fait, dans la géographie, en principe, avant la période de l'émergence de l'environnement, elle s'occupait des deux choses. Elle s'occupait de l'interaction entre ce qui se passait dans ce qu'on appelait les milieux naturels, le milieu physique, donc qui comprenait d'ailleurs les animaux, puisque en fait, parmi les géographes, il y avait qui comprenait aussi la maison, qui comprenait tout l'environnement des humains. On s'en occupait, et il y avait même, d'ailleurs, depuis Élisée Reclus, il y avait même dedans les éléments naturels. Et dans ces éléments naturels, effectivement, il y avait les catastrophes, les inondations, les tremblements de terre, le volcanisme, etc. Tout ça y était déjà, en quelque sorte. Mais effectivement, je crois que l'environnement est en tant que objet, peut-être, de la sociologie et des autres disciplines, parce qu'il y a aussi une géographie de l'environnement, il y a eu une histoire de l'environnement, etc. C'est surtout parce que, en fait, ça avait été un domaine, le domaine des formes naturelles était relativement abandonné, au profit d'une... D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Calahorra, maître et protecteur de la nature. C'est-à-dire au profit d'une sorte de certitude que finalement, il y avait par toutes sortes de techniques, toutes sortes de formes de pensée, une manière finalement de prévoir, et que finalement, toutes les questions naturelles de nature n'étaient négligeables. Et en plus, c'était d'autant plus fort que ça touchait l'urbain. Autrement dit, la première discipline qui s'est effectivement éloignée de l'écologie, c'est les disciplines d'urbaine. Et donc, l'émergence de l'écologie
dans les disciplines urbaines, ça vraiment, on peut la noter avec Le Gué, quand on pose la question de l'écologie urbaine, qui prend tout à fait une autre dimension que celle des sociologues de l'école de Chicago, parce que quand il disait écologie urbaine, il voyait l'écologie comme une écologie des humains, en quelque sorte. Et au fond, le naturel était exclu. Alors que, à partir des années, justement, de la fin des années 60, les années 70, l'écologie urbaine, pour moi, l'émergence de l'environnement a pris une grande force, d'abord dans l'urbain. Les pollutions, les embouteillages, le bruit, tout le malaise, toute la ville mal aimée. C'est la ville mal aimée, du coup, qui se posait au rural. Et donc, moi j'ai commencé plutôt par histoire et géographie rurale, et d'où c'est le titre, c'est-à-dire du rural à l'environnement. On repose la question de la nature. C'est-à-dire, et on la repose en un sens, presque plus vite, on la repose dans l'urbain. Parce que c'est de là qu'on a commencé à, effectivement, parler de l'air, parler des risques, même à la limite, parler de l'amiante, parler de tous les matériaux qui sont maintenant complètement non renouvelables, etc. C'est-à-dire que donc, quand je dis et maintenant, alors là, je vais plus loin. Ce qui m'intéresse dans cette émergence des problèmes d'environnement, c'est qu'il y a eu un retour sur le rural parce que finalement, on s'est habitué à éliminer le côté physique de rural, en quelque sorte. Voilà. Effectivement, c'est un élément sur lequel je voulais rebondir juste après. Raphaël Larère, vous vouliez répondre à Nicolas Mathieu juste avant sur la question de l'environnement, c'est ça ? Oui, je voulais juste rappeler quelque chose, puisque tu es géographe. Je suis historienne d'abord. Non, mais puisque Je suis devenu géographe. D'accord, et justement, si tu reprends l'histoire de la géographie, la grande école française a une notion qui est équivalente, qui est celle de milieu. Et pendant très longtemps, les géographes ne parlaient pas d'environnement, ils parlaient de milieu. Bien sûr, oui, je suis d'accord. Les géographes, puisqu'on a parlé de l'Allemagne, allemands, n'utilisaient pas ça. Jacob von Uexküll a utilisé non pas milieu, mais Umwelt, qui n'a pas du tout le même sens, et qui justement essaie a une grande importance, à savoir que tous les êtres vivants sont des sujets d'une certaine façon, puisqu'ils ont à la fois un milieu un monde de la perception, un monde de l'action, et que c'est les deux qui font leur Umwelt. Et donc, environnement, c'est venu beaucoup plus tard. Je ne sais pas si c'est pas lié, au fond, à certaines tendances technocratiques qu'il y a eu dans les milieux écologistes. Effectivement, je voulais vous mentionner l'hypothèse en fait de la place des décisions politiques et technocratiques dans l'arrivée de l'environnement dans les plus hautes sphères en fait politiques, étatiques notamment. Et j'aimerais avoir votre réponse alors très succincte là-dessus, Raphaël Larère par exemple. Il y a eu un ministère de l'environnement qui a été créé, et c'est à partir de là, je pense. Et ce qui est très amusant, c'est qu'ils ont choisi environnement, alors qu'environnement, en français, existait. Mais c'était l'environnement, ce qui environne une ville, ce qui entoure. Hein. C'est, en fait, quand on a choisi technocratiquement de faire de l'administration de la nature, il a été question plein d'administration ce soir. Et moi, je me disais des fois, s'il était question des luttes un peu, ça serait peut-être intéressant.
quand on a décidé, on a pris le environment qui était d'origine américaine, parce que ça fait plus sérieux pour des technocrates. Oui, mais moi, je ne suis pas tellement d'accord, parce que je crois que justement, la recherche que j'ai pratiquée avec des sociologues, justement, était critique à l'égard, y compris de la création du ministère de l'Environnement. Ça a été au contraire, et quand je reviens à la question de la nature aujourd'hui, c'était aussi pour montrer que le terme d'environnement ne devait pas être appliqué comme ça, sans définition, comme si ça nous tombait dessus, et en plus de ça, être séparé du ministère de l'Agriculture. Ce qui était quand même incroyable, parce que au fond, d'ailleurs, c'est la période dans laquelle on est, quand on travaille sur les questions rurales et agricoles, eh bien, c'est justement de relier à nouveau agriculture, culture et nature. C'est exactement le contraire de ce qui faisait. Donc, finalement, le terme d'environnement ne nous était pas tellement... c'est d'ailleurs, avec Marcel Jolivet, quand on dit du rural à l'environnement, c'est tout de suite pour passer à autre chose. C'est-à-dire à ne pas rentrer dans cette... tout ce qui a suivi d'ailleurs après, protection de la nature, restauration de la nature, c'est-à-dire tout un système dans la sphère politique qui finalement réinstaurait au fond la maîtrise de la nature par le technique, et qui continue d'ailleurs à le faire à travers justement les voitures électriques, etc. etc. Donc, pour moi, la sociologie, et si j'ai eu toujours d'excellents rapports avec les sociologues avec qui j'ai travaillé, c'est parce que précisément, ils étaient toujours en recherche de redéfinition, révision des formulations qui s'établissaient autour de l'environnement, autour de nature, autour d'écologie, et pour en faire quelque chose qui soit interactif. Effectivement, et on arrive presque à la fin de notre interview, et comme vous le savez, nous sommes sur Radio Anthropocène, et en fait aujourd'hui je voulais vous poser une question par rapport à ce terme. C'est qu'aujourd'hui, avec l'intensification, avec la médiatisation des dérèglements écologiques et environnementaux liés aux activités humaines, comment a évolué, vous, votre appréhension de l'écologie politique, de ces problématiques liées à la nature, de votre côté, avec une réponse assez courte, Raphaël Larère ? Oui, je vais faire une réponse de côté. Je prends un chemin de traverse sur Anthropocène. Quel problème ? Voilà. Anthropocène, oui, bon... on peut lui faire deux critiques. La première critique, c'est que c'est pas l'anthropos qui est à l'origine des grands dérèglements climatiques et de l'érosion. C'est la partie de l'humanité qui est la plus anciennement riche et la plus anciennement capable d'industrialiser. Bon, il faut le voir. Donc, ce n'est pas anthropocène. Certains ont dit, mais au fond, il faudrait utiliser un autre critère qui est, pour certains, c'était capitalocène ou anglocène, puisque c'est tous des anglo-saxons qui ont été... Bon, bref, ou presque. Et puis, il y a même des gens qui se disent, mais au fond, ce qui est très important, qui a joué un rôle très important, c'est effectivement la colonisation et la transformation de la façon dont les autochtones utilisaient la nature avec la plantation pour la consommation des Européens. Et ils appellent ça le plantationocène. Voilà. À la limite, il y a même une philosophe
qui a porté le Stulusen. Et je trouve ça très amusant, parce que Stulu, c'est une petite araignée. Voilà, ça c'est... je me souviens plus de son nom. C'est Valplumode ? Non, c'est pas Valplumode, c'est... elle vit encore, elle. J'ai peur de dire une bêtise, est-ce que c'est Donna Haraway ? Voilà, c'est Donna Haraway. Il me semblait que c'était ça. Oui. Alors, je l'avais invité pourtant, mais je me souvenais plus de son nom. Et pour terminer, je vous retourne également la question, Nicole Mathieu, est-ce que avec cette intensification, cette question d'anthropocène, est-ce que ça vous a amené en fait à voir différemment les problématiques environnementales, la dimension écologique et les interactions humains et milieu dans votre façon de penser en fait, votre discipline et votre façon de penser? Bon, moi, de toute façon, j'ai ignoré complètement l'Anthropocène. Bon, ça m'a pas... Je savais que c'était Claude Laruche qui l'avait fait à propos de l'Arctique, de l'Arctique et des glaces, que c'était un glaciologue qui avait envoyé ce mot-là. Bon, ben voilà, c'est tout. Donc, pour moi, ça n'a eu aucun effet sur ma façon d'agir scientifiquement. Par contre, effectivement, toute la crise environnementale, l'intensification, la perte de contrôle, je continue à travailler avec les gens du GIEC, avec ceux... Et parce qu'ils nous montrent qu'il y a urgence, qu'il y a quelque chose qu'il est possible peut-être que dans le futur, on a peut-être une possibilité d'agir un petit peu sur le futur. Et donc, ça m'a fait revenir à une méthode que j'avais utilisée dès le départ, même en tant qu'historienne, qui est celle de la monographie locale, et qui fait que effectivement, j'ai besoin, je trouve que ce qui est très important, c'est de reconstruire une sociologie des rapports à la nature, et des rapports à la nature et des rapports aux autres dans les lieux mêmes où les gens vivent. Les gens habitent plusieurs lieux. Nous sommes presque tous des polytopiques. Nous sommes devenus, même hélas, les gens qui migrent et les réfugiés qui traversent la Manche, tout le monde est devenu beaucoup plus polytopique que dans la... Et donc, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est quelles sont... Donc, l'enquête globale, totale, des individus, des collectifs, des associations, des familles, tout doit reprendre une importance cruciale, en quelque sorte, autour de comment on habite, comment vous habitez dans vos relations à la nature et dans vos relations aux autres, en ne séparant pas les deux choses, et comment est-ce que vous êtes conscient que la manière dont vous habitez a une influence sur l'habitabilité des lieux et le rapport à l'hospitalité. La voix des milieux. L'émission qui part à la découverte des relations entre humains et environnement. Une production radio-anthropocène animée par Damien Rondepierre. Un partenariat avec l'axe environnement urbain de la Maison des Sciences de l'Homme, Lyon-Saint-Étienne.